Avez-vous déjà rêvé de voir le monde brûler? Bon, brûler, j'y vais peut-être un peu fort, mais allez, avouez-le, qui n'a jamais rêvé de mettre un grand coup de pied dans la table? Qui n'a jamais fantasmé de connaître un grand changement, une remise à zéro drastique? Soyez rassurés si c'est le cas, sachez que c'est une pulsion assez universelle. Et ce qu'il prouve, c'est que ce genre de scénario dans la fiction, il y en a plein. Cette volonté de faire table rase et de tout foutre en l'air, c'est un thème qui m'a toujours fasciné et que je voulais explorer depuis longtemps. Et comme ces derniers temps je me bute à la dark fantasy, j'ai décidé de combiner cet univers et ces thématiques pour vous présenter un récit narratif écrit par mes soins. Une histoire sombre et brutale qui prend place dans une ville médiévale soumise à une implacable hiérarchie. Un récit qui suivra les tribulations d'un héros, sa naissance, sa vie tragique et l'explosion finale. Alors petit avertissement d'usage, le ton général de la vidéo, certaines images, pourraient ne pas convenir aux personnes sensibles ou aux plus jeunes d'entre vous. Aussi, mes vidéos s'écoutent tout aussi bien qu'elles se regardent. Je fais toujours un grand travail sur les effets sonores et c'est pour ça que vous pouvez me retrouver en podcast sur Spotify, Apple, Deezer, pour écouter ou réécouter mes récits. Tous les liens sont en description. Et si vous êtes toujours motivé, eh bien installez-vous confortablement, laissez-vous porter par ma voix et plongez tout entier dans cet univers. Le premier contact que j'ai eu avec ce monde fut une boue épaisse et odorante. Ma mère, ou plutôt ma génitrice, m'a éjecté à la va-vite dans une ruelle à même le sol. C'était une rue passante. Des dizaines de personnes ont certainement enjambé sans m'accorder le moindre regard. Je faillis mourir là, ayant eu à peine le temps de vivre, et pourtant je m'accrochais à la vie comme une sangsue. J'étais bleu de froid, lorsque l'inconnu qui me ramassa me confia au bon soin des sœurs du silence. Figurez-vous une crypte immense, dans un sous-sol humide. Des dizaines d'enfants de tout âge entassés sur des paillasses souillées, nourris d'un lait caillé et d'un gruau visqueux, servis par une demi-douzaine de sœurs ayant juré de ne plus jamais prononcer une seule parole. Je me souviens du bruit, un bruit démentiel et constant, une proximité étouffante, l'odeur des épices qu'on brûle pour purifier l'atmosphère. Une forme, floue dans ma mémoire, mon tout premier vrai souvenir, une sœur me tenant dans ses bras, me parlant à voix basse, chantonnant des mélodies au creux de mes oreilles. Une transgression qui aurait pu lui coûter cher. Que le ciel bénisse cette femme qui m'a permis d'entendre la voix d'une mère. Je survivais assez longtemps pour qu'on me sorte de la pouponnière. À partir de mes 3 ans, on consentit enfin à m'éduquer. La mère supérieure n'avait pas fait vœu de silence. Elle frappait, criait, nous faisait la morale. Elle s'appuyait pour la discipline sur les orphelins les plus âgés, qui nous martyrisaient sans cesse. J'étais plus éveillé que les autres, qui avaient été privés de toute parole pendant les 2 premières années de leur vie. J'arrivais à berner des enfants de 4 ans, mes aînés. Je provoquais des bagarres entre mes bourreaux en répandant des rumeurs. Je passai plusieurs années à subir ces durs enseignements. La 7e année révolue, lorsque mon avance sur les autres devint trop évidente, la mère supérieure décréta que ma place n'était plus ici. Elle m'envoya faire mon éducation ailleurs. Un homme sinistre vint me quérir à l'orphelinat. Il portait un collier triangulaire, comme les sœurs, me saisit brusquement par la main et m'entraîna dans les rues sales et tortueuses de la ville basse. Je me tournai une dernière fois vers l'orphelinat. À la fenêtre, une silhouette floue me regardait partir. Au commencement de l'histoire était l'Archonte, un roi de légende au vaste pouvoir qui s'était dressé contre une invasion démoniaque ayant submergé tous les royaumes de la Terre il y a de cela des siècles. L'Archonte réunit ce qu'il restait de l'humanité dans la grande ville de Sancticius, une cité gigantesque, protégée par un immense rempart d'énergie. Mais les assauts continus des démons sur cette barrière épuisaient l'Archonte et ses vassaux, qui durent se résoudre à faire appel au peuple. Portés par un élan de solidarité sans pareil, les humains survivants offrirent à leurs protecteurs ce qu'ils avaient de plus précieux, l'énergie de leurs âmes. Récolté par le clergé, ce puissant carburant était ensuite envoyé vers l'Archonte afin d'alimenter le grand rempart et ainsi éviter la disparition totale de l'humanité. Ce roi qui depuis des siècles n'a de cesse de nous protéger depuis l'intérieur de l'immense pyramide qui surplombe la cité. Tel était le récit qu'on assénait matin, midi et soir dans l'ordre des frères de l'offrande. L'homme sinistre qui m'avait sorti de l'orphelinat m'avait amené dans ce monastère, situé dans le plus grand bâtiment de la ville basse. J'avais franchi le pas de la grande porte, surmonté d'un symbole que je verrai partout. Seule entrée et seule sortie de cet endroit. À 7 ans, on m'avait enfin donné un nom. J'étais devenu le frère apprenti d'Erelictus.
Être accepté dans ce monastère, c'était l'immense privilège de côtoyer le mystère de la pyramide, voire même, si les frères supérieurs m'en jugeaient digne, d'être initié au rite de l'offrande et de récolter les émanations permettant à l'archonte de maintenir son rempart. C'était aussi et surtout la garantie de ne pas mourir de faim. Je me lie rapidement d'amitié à un de mes voisins de chambrée, un gamin aussi intelligent que naïf, nommé Viresco. C'était un bon compagnon, et trop innocent pour ce monde, il devint mon meilleur ami. Nous étions assignés au bastache, corvée de latrines, balayage, lustrage des innombrables triangles dorés qui parsemaient le monastère. Nous étions inséparables. Nous partagions la nourriture. Je me battais contre les autres apprentis pour le protéger. Je l'avais aussi caché sous mon lit cette nuit-là. Chaque jour, devant le monastère, des centaines de pauvres airs s'amassaient devant la grande entrée. Tous demandaient le privilège d'offrir leurs âmes à l'archonte. Le père supérieur choisissait une poignée d'entre eux, qui l'emmenait dans une salle secrète pour exécuter le rituel de l'offrande. Ils en ressortaient changés, vidés, dans l'argot de la rue, leurs pensées loin des tracas de ce bas monde, se tenant désormais, selon le père supérieur, aux côtés de l'archonte dans un plan éthéré. Ils recevaient l'immense privilège de terminer leur vie dans les champs d'Iteria, une vaste plaine entre les murailles de la ville et le rempart d'énergie, où les élus cultivaient les champs qui permettaient de nourrir Sancticius. Gare à ceux qui tentaient de rejoindre Iteria sans permission. Ce paradis était jalousement gardé par la Légion du Triangle. Je ne m'étonnais donc pas de l'afflux quotidien de volontaires. La famine était chose courante dans la basse ville, et la perspective de terminer sa vie dans ces grands espaces, en mangeant à sa faim, était irrésistible. La fumée verte qu'on obtenait au terme du rituel de l'offrande était stockée dans d'énormes tonneaux de verre renforcés. Chaque semaine, une large escorte de chevaliers de la Légion venait emporter cette cargaison dans de grands chariots pour l'amener vers la ville haute. Ces soldats du Triangle, je voulais être comme eux un jour, mais même après des années de monastère, ils me flanquaient toujours autant la chair de poule. Mon meilleur ami avait disparu et personne ne le vit plus dans le monastère. J'eus beau harceler les autres apprentis, tanner chaque jour les frères supérieurs sur le sort de mon compagnon. Je ne récoltais que des sermons et des bastonnades. Seul le frère archiviste ne me renvoya pas d'un coup de pied lorsque je lui posais la question. C'était un homme d'un âge indistinct, mais qui avait, selon lui, connu la fondation du monastère. Il était souvent pris de violentes crises de tremblement, et marmonna que l'innocence de mon ami le rendait irrésistible aux yeux des nobles. 2 semaines passèrent. Je me murais dans le silence. J'entrais dans ma 10e année et on me jugea assez mûr pour assister à mon premier rituel de l'offrande. On m'emmena avec 2 autres apprentis dans une grande salle circulaire. Un pauvre air, extatique, avait été installé sur une chaise penchée en dessous d'un étrange dispositif. Une forte odeur d'épices brûlées flottait dans l'atmosphère. Un symbole triangulaire haut d'environ 3 mètres, la pyramide, était suspendu en face du siège. Puis le rituel commença. Je saurais décrire avec des mots ce que j'ai vu ce jour-là, mais une chose était certaine pour moi. Je n'avais pas assisté à un rituel sacré, je n'avais pas côtoyé la lumière de l'archonte. Toutes les pommes d'Iteria n'auraient pu me convaincre de m'asseoir sur cette chaise. Cette nuit-là, j'ai pris avec moi mes maigres possessions, et je me suis enfui du monastère pour aller me perdre dans les étroites venelles de la ville basse. J'avais perdu mon ami, et j'avais maintenant perdu toute ma vie. Je ne me rendais pas compte, avant d'avoir posé un pied à l'extérieur pendant plus d'1 jour, à quel point j'avais jusqu'ici mené une existence privilégiée. Avant, j'avais un toit, et même un lit, pour moi tout seul. Dans les rues de la ville basse, on dort à même le sol. Avant, j'avais à manger tous les jours, ici on se bat pour des restes avariés. J'avais faim. J'avais déjà pleuré assez de larmes pour toute une vie. Les épidémies étaient courantes, les émeutes aussi. Ces accès de rage collectif étaient brutalement réprimés par la milice. Celle-ci était composée des hommes les plus brutaux recrutés dans le monde criminel. Un symbole était partout, la pyramide de l'archonte. L'immense édifice tout en haut de la ville haute était à peine visible depuis les rues encore bêlées. Pour les masses désespérées, c'était un symbole d'espoir qu'ils vénéraient avec un entrain confinant au fanatisme. Les frères de l'offrande, les sœurs du silence, la confrérie des servants de l'archonte, les gardiennes du rempart, tous transmettaient le même message. Reproduisez-vous encore et encore, faites des enfants, toujours plus. Portez-vous volontaires à l'offrande. L'archonte choisira ses élus. Priez-le, soyez-lui fidèles, et les champs d'Iteria s'ouvriront devant vous. Ce mince espoir d'une vie meilleure était la seule soupape qui empêchait cette masse grouillante et crasseuse de sombrer totalement dans le désespoir.
J'avais vu le rituel de mes yeux, j'en faisais des cauchemars. Et pourtant, sans le rempart d'énergie, sans l'archonte, c'est ce qu'il restait de l'humanité qui sombrerait. Ce rituel était un mal nécessaire, mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas y participer. Je me fis une place dans ce monde nouveau. J'appris à voler, à négocier, à survivre, à me déplacer en silence et à me servir d'un couteau. Je ne faisais pas confiance aux autres enfants des rues prêts à se tuer pour des broutilles, mais je ne pouvais pas survivre sans me salir les mains. Je tuais mon premier homme, à 13 ans. Miséreux affamé qui s'était jeté sur moi comme une bête pour me voler ma pitance. Je le transperçai plusieurs fois à l'aide d'un petit couteau que j'avais volé. Je fus surpris de constater que je ne ressentais rien, à peine un étonnement, de trouver dans les yeux de ma victime une profonde gratitude, comme si je lui avais rendu service. Je me découvrais un don pour la discrétion. J'arrivais à anticiper les mouvements des marchands pour mieux piller leur étal. J'explorais la ville basse de fond en comble. Je grimpais sur des gouttières et m'introduisais par les fenêtres pour rafler de maigres possessions. Je faillis mourir à de multiples reprises en tombant d'un toit, poursuivi par d'autres gamins à qui je volais le fruit de leur rapine. Pourtant, je m'en tirais toujours. Je finis par acquérir une petite réputation. Un beau jour, un chef de bande, nommé le Grêlé, était venu me proposer de mettre mes talents à l'épreuve en échange de nourriture. Il fallait que je m'introduise dans la demeure d'un marchand pour voler un médaillon triangulaire. Il y avait une chatière tout juste assez grande pour moi au 3e étage. Il me promit une part dans la revente et m'indiqua une rue où je devais confier cet objet à un de ses hommes. J'attendais la nuit. J'entrais dans la chatière, me glissais sans un bruit dans la maison. Je trouvais le médaillon exactement là où on me l'avait indiqué et je ressortis aussi vite que j'étais entré. J'arrivai dans la rue du rendez-vous et faillis souiller mes chausses lorsque 5 miliciens sortirent de l'ombre, bouchant toute possibilité de fuite. J'appris bien plus tard qu'un marchand que j'avais volé connaissait le chef de la milice. Il avait mis une prime sur ma tête, une prime que le bandit entendait récupérer en m'envoyant dans ce piège. J'eus droit à un tabassage en règle avant de me retrouver à moitié inconscient, hissé sur une épaule. Enfant ou pas, la sentence pour le vol était la mort par pendaison. Je me débattais soudainement, je glissais par terre, je m'enfuis. Je me jetais dans un canal souillé par les ordures et je me faufilais à l'intérieur d'une vieille canalisation sentant la rouille et l'urine. Je devais aller le plus loin possible, m'enfoncer dans les tunnels où personne ne va. Seuls quelques champignons diffusant une lumière verdâtre me permettaient de m'orienter. Je voyais à peine où j'allais. Je marchais pendant ce qui semblait être des heures. Je finis par m'écrouler, accablé d'épuisement et de froid, de l'eau jusqu'aux chevilles. La milice allait me traquer et je ne pouvais pas revenir à la surface sans me faire prendre. Je ne pouvais pas survivre dans ces souterrains. Je fermais les yeux et me laissais emporter. Je me sentais au bord du précipice lorsque j'entendis mon nom. Terelictus ? Terelictus ? J'ouvrais les yeux péniblement. Devant moi, mon ami du monastère, Firesco. Instinctivement, je me méfiais, mais pas de doute. Il était recouvert de crasse, il avait le regard dur, mais c'était bien lui. Je me secouais. Impossible, il avait disparu il y a de cela des années. Il sortit un morceau de pain de sa poche qu'il me donna. Je mâchonnais longuement en silence. Nous nous regardions un peu gênés de nos apparences respectives. Puis il se mit à parler. Il me raconta ce qui lui était arrivé des années plus tôt. Le père supérieur l'avait tiré du lit, en pleine nuit, sans lui expliquer quoi que ce soit. On l'avait confié à un homme grand, à la barbe rousse, au visage strié de veines jaunâtres. Celui-ci l'avait fait marcher pendant des heures dans un tunnel étroit qui les avait menés directement à la ville haute. J'ai vu des fontaines, d'air, de grandes allées recouvertes de marbre, des pommes, de vraies pommes qu'on peut cueillir sur des arbres. Les gens portent des masques, et ceux qui n'en ont pas n'ont aucune expression sur le visage. Le grand homme m'a dit que j'avais été choisi par l'archonte lui-même. On m'a dit que mon âme était pure, et que le rempart qui nous protège serait plus solide grâce à moi. Ils m'ont laissé dans une chambre immense. J'avais même un panier de fruits pour moi tout seul. Je me suis gavé de fruits, mais j'en voulais plus. En plein milieu de la nuit, j'ai décidé de chercher des cuisines. On m'avait enfermé à clé, et j'ai vite ouvert la porte avec la pointe de notre collier en triangle, comme quand on se faufilait hors du dortoir la nuit. Je me suis vite perdu. Cet endroit était grand, les pièces se ressemblaient toutes. Je poussai une porte dérobée. Dans une salle surmontée d'un dôme, j'ai vu une foule de gens masqués, impassibles, qui entouraient un hôtel où était attachée une jeune fille de notre âge. Les masques que ces gens portaient, d'air, ils étaient souriants, grimaçants, tordus. Au-dessus de l'hôtel, un homme effectuait le rituel d'offrande. Il aspirait l'âme de la fille. C'était horrible à voir, mais j'étais prêt à faire de même, pour maintenir le rempart, pour aider l'archonte, pour servir la pyramide. Mais ensuite, les gens masqués se sont approchés un par un, ont commencé à ingérer cette fumée à travers une sorte de filtre,
Je pensais que toutes les âmes récoltées servaient à maintenir la barrière, à aider l'Archonte, mais ces gens, ils aspiraient les émanations de cette fille. J'ai compris quand j'ai vu une de ces femmes masquées, aux mains pleines de taches de vieillesse. Je les ai vues disparaître après qu'elle ait respiré la fumée. J'étais tellement terrifié que je me suis mis à courir. On m'a donné la chasse, mais j'ai réussi à me cacher dans un recoin. J'ai attendu 2 jours entiers qu'il se calme, et je me suis faufilé hors de la ville haute. J'ai voulu te prévenir, mais la Légion me cherche. Je survis ici depuis des années, tout seul. Je t'ai entendu arriver. T'as eu de la chance que je tombe sur toi. Firesco, mon ami, mon frère. Toutes ces années, je le pensais mort. La pyramide était pourrie de l'intérieur. Les masses grouillantes de la ville basse qui voyaient le rituel de l'offrande comme le privilège ultime, comme leur contribution à la défense de la cité. Que diraient-ils s'ils apprenaient que leurs âmes et celles de leurs enfants servaient à maintenir en vie une caste ayant les pleins pouvoirs sur la cité? Pourquoi vivait-on comme ça, la faim au ventre, en pataugeant dans la merde? Ils nous prenaient tout, nos vies, notre dignité, même nos âmes. Toute ma vie, j'avais cru en la pyramide. J'avais voulu faire partie de ce monde. J'avais été abandonné, méprisé, battu, affamé, brisé. J'avais été privé de ma vie, de mon enfance, par cette ville et cette pyramide corrompue. J'avais assez pris de coups. Maintenant, j'allais en donner. Le tunnel dans lequel je m'étais aventuré n'était en fait que l'entrée d'un réseau bien plus vaste, que Firesco connaissait comme sa poche. Nous nous repérions au toucher et au son, devenant presque des taupes, n'allumant des torches que dans les galeries les plus profondes. Firesco avait trouvé des accès dans les caves, dans des garde-manger. Nous avions même trouvé une vieille fosse de latrines menant vers notre ancien monastère. Pas de milice ici, pas de foule, seulement des trafiquants ou des miséreux occasionnels qu'il fallait éviter et qui ne restaient jamais très longtemps. Nous attendions la nuit pour sortir en ville, pour récolter des informations auprès des orphelins qui traînaient dans la rue. Nous leur donnions de la nourriture que nous volions dans les garde-manger. Ces gamins abandonnés, dépenaillés et à moitié nus étaient absolument partout dans la ville. Ils étaient durs, discrets et débrouillards, très loyaux envers ceux qui les nourrissaient. Je m'en servais à mon avantage. J'avais 15 ans lorsque je commettais mon premier assassinat de sang-froid. Le grêlé, celui qui m'avait vendu à la milice, fut ma première victime. Un orphelin m'avait indiqué son repère, je le cueillais dans son lit et l'égorgeais de rechef. J'improvisais en lui gravant mon initiale sur le front. Mon forfait commis, je disparaissais rapidement dans l'obscurité de mes tunnels. Le meurtre fit grand bruit. On se demandait qui avait osé assassiner un chef de bande, dès pour qui. On murmurait le nom de Derelictus, ce gamin des rues que le grêlé avait vendu à la milice, revenu d'outre-tombe pour se venger. 2 ans passèrent, durant lesquels, un par un, les membres de la bande du grêlé furent retrouvés morts, le même signe gravé sur le front. Je me servais des gamins comme appât, leur demandais d'attirer les bandits dans des ruelles, puis je frappais. Voir la peur changer de camp me procurait un plaisir immense. Je passais souvent à 2 doigts de me faire prendre ou de me faire tuer, mais je m'améliorais et je devenais rapide et efficace. Après la bande du grêlé, je m'entraînais sur des cibles de petite envergure. Tous ces violeurs, racketteurs, chefs de petites bandes. Ceux de la ville haute ne connaissaient rien à nos problèmes, mais ces criminels savaient les épreuves que nous traversions et choisissaient tout de même de faire du mal. Plus j'en tuais, moins je ressentais le vide dans ma poitrine. À force de distribuer de la nourriture à droite à gauche, nous avions fini par réunir une petite armée d'enfants et d'adolescents de tout âge. Je les rencontrais à l'entrée des tunnels, je leur servais de grands discours, leur transmettais petit à petit ma vision des choses. J'étais devenu leur seul repère dans cet enfer. Je bougeais sans cesse. Seul Firesco savait comment me trouver. Mais il s'éloignait petit à petit. Il disait que je prenais du plaisir à tuer. Je lui avais demandé plusieurs fois où était le tunnel qui menait à la ville haute. Il m'avait dit qu'il ne s'en souvenait pas. À force d'explorer les souterrains et d'ouvrir de nouveaux passages, mon compagnon avait fini par percer les parois d'une fosse commune. Les cadavres étaient plus ou moins récents, mais avaient tous un point commun. Ils portaient des tuniques simples et un collier en triangle. Les élus, enterrés sommairement et présentant des traces évidentes de mort violente. Il était maintenant évident que seule une partie des volontaires finissait vraiment leur jour dans les champs d'Iteria. Des centaines de personnes de la ville basse mouraient donc pour rien. L'Archonte ne recevait qu'une petite partie de cette énergie. Le reste était absorbé par une noblesse corrompue. La découverte me tint éveillé toute la nuit. Alors que Firesco dormait à mes côtés, je retournais sans cesse les mêmes questions dans ma tête. Je me demandais comment faire pour purger la pyramide. Pouvait-on la changer de l'intérieur, arrêter le massacre, garder l'Archonte, mais placer quelqu'un d'honnête et de bon à la tête du rite? Je cherchais la réponse, et je ne la trouvais pas. Ce n'est qu'après une longue insomnie que je pris ma décision. J'allais abattre la pyramide. Dussé-je en mourir et emporter le monde avec moi?
J'avais particulièrement soigné ma mise en scène. Pendant la nuit, nous avions exposé, allongés sur le gibet, 3 des cadavres de la fosse, sur la place des pendus. Le clou de cette exposition morbide était le cadavre du vieux Ferrin, forgeron apprécié de tous, ayant effectué le rituel de l'offrande il y a 5 ans. Il aurait dû finir sa vie dans les champs d'Iteria. À la place, on lui avait défoncé le crâne à coups de masse et on l'avait jeté dans un trou qu'on avait oublié. Tout le monde connaissait le vieux Ferrin. J'avais bien sûr gravé ma signature sur le bois du gibet. Notre petite scénographie fut le sujet principal du jour. Les rumeurs étaient rapides dans la ville basse, mais celle-ci en fit le tour en quelques heures. L'assassin d'Erelectus, à la tête d'une petite armée, avait pris d'assaut le poste de la milice et exposé les corps de 3 élus qui avaient été tués brutalement. Les miliciens avaient tardé à enlever les corps, pris de court. Tout le monde avait pu apercevoir le vieux Ferrin. Il n'aurait pas dû mourir si vite, il avait le crâne défoncé. Une évidence était en train de s'imposer à tous. Nul ici-bas n'avait jamais visité les champs d'Iteria, jalousement gardés par la noblesse. On savait que cet endroit existait, on le voyait lorsque les cortèges d'élus sortaient de la ville, mais personne ne savait vraiment ce qu'il s'y passait. Le lendemain, j'exposai 3 autres corps près du vieux marché. Une femme, levée tôt pour la distribution de nourriture, s'évanouit en reconnaissant un de ses fils. Chaque jour maintenant, je sortais des cadavres d'élus que je plaçais au hasard dans la ville, toujours accompagnés du même signe. On reconnaissait des amis, des enfants, des proches, partis dans les champs d'Iteria des années auparavant, morts de manière brutale, tués parfois avec acharnement. Tous dans la ville basse, depuis tout gosse, depuis des générations entières, avaient l'espoir de finir leur vie dans un monde meilleur. Un sentiment d'incompréhension, d'injustice montait. La population devenait hostile. Les miliciens et bientôt même les religieux de la pyramide furent sommés de répondre à des questions. Bientôt, ils ne pouvaient plus sortir sans se faire houspiller ou cracher dessus. Un couvre-feu fut instauré dans la ville basse. Plusieurs équipes de ratisseurs furent envoyées dans les tunnels à ma recherche, en vain. La légende grandissait. On me prêtait des pouvoirs magiques, on me disait à la tête d'une armée, prêt à remonter à la surface pour exposer l'éclatante vérité. Il était trop tard pour arrêter la vague. Les autorités perdaient le contrôle. La populace exigeait maintenant des réponses. Que se passait-il vraiment dans les champs d'Iteria? Pourquoi y tuait-on les élus? Les âmes servaient-elles vraiment à alimenter le rempart? C'était tout le narratif de Sancticius qui s'effondrait. L'espoir disparaissait, et sans ça, il ne restait que la misère, l'oppression et la violence. Le nombre de volontaires pour le rituel de l'offrande ne faisait que chuter de jour en jour. Il devint évident qu'il n'y aurait bientôt plus assez d'âmes pour les besoins de la ville haute. La panique gagna la noblesse, qui eut exactement la réaction que j'espérais. Après quelques semaines d'hésitation, ils donnèrent l'ordre à la milice de rassembler des volontaires pour le rituel de l'offrande. Et de force, s'il le fallait. Il suffisait d'une étincelle. Et ceux de la ville haute avaient allumé un brasier. J'avais du mal à y croire, mais j'avais réussi. Une rafle de volontaires avait tourné au vinaigre. Des gens s'étaient interposés. Les miliciens avaient commencé à taper, et pour la première fois, la foule avait réagi. L'incident était devenu une émeute, une lame de fond qui s'était propagée dans toute la ville basse. En seulement 2 jours d'une incroyable violence, des dizaines de miliciens avaient été massacrés, avaient rendu les armes ou s'étaient réfugiés en haut des remparts. Les frères et les sœurs de la pyramide étaient interdits de sortir de leur monastère par une foule hostile. La ville basse était désormais totalement coupée du reste de Sancticius. L'approvisionnement en âmes était totalement stoppé. Au milieu du chaos, j'émergeais enfin pour aller à la surface. Firesco était à mes côtés, galvanisé par les événements. Tout allait changer, me dit-il. Je me détournai pour aller parler à la foule d'enfants et d'adolescents qui m'attendaient. Il était temps de mettre notre armée à contribution. Les bandes de criminels qui faisaient la loi dans la ville basse n'osaient plus montrer le bout de leur nez. Tout le monde savait qu'elles s'étaient compromises avec la milice pour partager le pouvoir. Tout le monde avait en tête les atrocités qu'ils commettaient dans la rue. Ces bandits étaient des cibles de choix pour les foules en colère qui écumaient la cité. Ils ne pouvaient pas lutter contre la ville basse tout entière, et ils le savaient. J'envoyais des orphelins leur transmettre une proposition. Le message était simple. L'Archonte allait bientôt manquer d'âmes. La Légion du Triangle n'allait pas tarder à récupérer la ville basse. L'arrangement que vous aviez avec la milice ne tiendra pas avec la Légion. J'ai des yeux dans toute la ville. Les souterrains sont mon territoire, je peux cacher des centaines d'hommes. Nous pouvons d'ores et déjà préparer l'après et régner sur la ville ensemble. Si vous êtes intéressés, rendez-vous au monastère des Frères de l'Offrande. Le monastère était un terrain neutre n'ayant qu'une entrée et une sortie. Je m'étais arrangé au préalable pour que les frères ne soient plus un problème. Voyez-vous, même si les habitants de la ville basse hésitaient encore à malmener ceux qu'ils avaient suivis aveuglément pendant toute leur vie, moi cela faisait longtemps que je ne m'embarrassais plus de quelconque scrupule. J'avais particulièrement apprécié tuer le porc qui m'avait souillé pendant cette nuit-là. Les autres savaient,
mais avaient fermé les yeux. Ils étaient tous coupables. J'accueillais mes invités dans la grande salle. Seul. Il y avait là tous les chefs de bande, les chasseurs de vidés, la bande du reliquaire brisé, les sicaires du pont fendu, et même l'ordre hérétique des cannibales du triangle. Les pires ordures de la ville, les durs parmi les durs. Ils avaient envoyé leurs hommes fouiller le monastère, puis étaient entrés un par un. Ils n'avaient même pas pris la peine de venir convenablement armés, ni très nombreux. Je pense qu'ils ne me prenaient pas trop au sérieux. Peut-être étaient-ils en train d'y réfléchir à deux fois, après avoir aperçu le tas de moines morts dans l'entrée. Se pensaient-ils en sécurité ici ? Après tout, le monastère n'avait qu'une seule entrée, n'est-ce pas ? Peut-être deux, s'il fallait compter le passage souterrain dans les latrines que j'avais découvert des années plus tôt. Quel bonheur de voir leur air supérieur s'effacer lorsque Viresco et des dizaines de mes hommes armés de couteaux, de haches et de fauchons entrèrent dans la pièce. Quel délice de voir la peur recouvrir leur visage lorsque je donne l'ordre de les amener un par un dans la salle du rituel. J'avais longtemps repensé au récit de Viresco sur les cérémonies d'absorption de la noblesse. S'il était possible de rajeunir en absorbant des âmes d'enfants, était-il possible d'acquérir d'autres aptitudes en absorbant des âmes différentes ? Le frère archiviste, celui qui n'avait pas d'âge et qui tremblait sans cesse, j'avais pris soin de l'épargner. La menace de mon couteau avait suffi pour qu'il déballe tout. L'absorption des âmes était un processus aussi tabou que dangereux, m'avait-il dit. Le corps humain ne peut physiquement pas en ingérer de trop, sans quoi celle-ci cherche en permanence à s'échapper, d'où ces crises de tremblement régulières. Il savait que dans la ville haute, on absorbait toutes sortes d'âmes, pas que des enfants, mais il n'avait jamais vu quelqu'un s'en servir autrement que pour retrouver la jeunesse. Il ingérait la fumée verte grâce à une sorte de filtre fabriqué dans la ville haute, qu'il avait dû me donner bien gentiment. Le premier chef de bande fut attaché au siège, et sous les yeux horrifiés des autres prisonniers, mais aussi de mes hommes, j'ordonnai au frère archiviste de commencer le rituel. Je prenais la fumée récoltée dans un reliquaire, j'y apposai le filtre et inspirai une bouffée de cette âme corrompue. Je ressentis immédiatement une force brute dans tout mon corps. Un feu se répandre dans mon organisme. Un goût de cendre envahit ma bouche. Instinctivement, je pris un couteau dans ma ceinture et l'envoyai s'enfoncer dans un mur de pierre avec une rapidité qui m'étonna. Je savais qu'absorber une âme aussi corrompue aurait un coût. Pourtant, mon corps acceptait cette intrusion. Les conclusions étaient justes. Tout comme l'innocence procurait longue vie, la corruption des âmes procurait de la force. Je croisai le regard de Viresco. Je ne lui avais pas dit ce que je comptais faire, il n'aurait pas compris. Il aurait voulu m'en dissuader. Il ne voyait pas comme moi la vraie nature de cette ville. On amena le second chef de bande sur le siège. Il était temps de passer à l'étape finale de mon plan. La ville basse allait enfin connaître l'instigateur de cette révolte. Cela faisait plus d'une semaine qu'aucune âme n'était envoyée à la ville haute. Les révoltés avaient faim, privés d'approvisionnement, mais je soupçonnais que l'assaut de la Légion était imminent. Tous ces cadavres que j'avais trouvés dans les fosses, un nombre de gens ahurissant, ils allaient bientôt se retrouver à court. Et je pense que pour eux, il n'était pas acceptable de vieillir, ne serait-ce que d'1 an. L'assemblée hétéroclite qui s'était formée pour diriger la horde indisciplinée des révoltés s'était rangée derrière mon plan. Il avait été facile de les convaincre, en profitant de ma réputation et du coup d'éclat que j'avais réalisé en décapitant le monde du crime. Nous devions nous battre sur 2 fronts. D'un côté, les remparts, où s'étaient retranchés ce qui restait de la milice. Il fallait y ajouter une partie de la Légion, derrière l'immense porte fortifiée. À l'opposé, la ville haute, demeure des nobles et des hauts dignitaires de la pyramide. Des petites entrées à garder, mais ici aussi une énorme porte. On avait érigé des barricades dans toutes les rues pour ralentir les attaquants. Les femmes et les enfants se tenaient prêts à balancer des pierres et des meubles depuis les toits. Les hommes s'étaient armés de ce qu'ils avaient trouvé. Des frondes, des couteaux, des lances de bois ou des armes volées à la milice. Et pour la première fois, la ville basse s'était unie. L'heure du combat approchait. Viresco devait diriger la défense de la muraille. Je devais faire face à la ville haute. J'avais moi-même une idée de comment allait se dérouler la bataille. Je la gardais pour moi. Je m'avançai vers l'entrée de la ville pour dire un dernier au revoir à mes compagnons, la seule personne en qui j'avais jamais eu confiance. Les reliquaires contenant les âmes des criminels tintaient doucement en s'entrechoquant le long de ma ceinture. Viresco était là, derrière une barricade, au milieu d'une troupe disparate armée de piquets de masse. Il m'aperçut. Il ne m'avait plus adressé la parole depuis que j'avais ingéré l'âme du chef de bande. Le tocsin se mit à sonner. Chacun se rua à son poste. Du mouvement en haut des remparts. Les hommes s'alignaient le long du chemin de ronde. Puis les corps se mirent à tomber du ciel. Un par un, les hommes et les femmes alignés en haut des murs étaient poussés dans le vide, tombés sans un cri avant de s'écraser au sol en explosant comme des fruits mûrs. Plusieurs révoltés rendirent leur déjeuner,
D'autres laissèrent échapper des lamentations lorsqu'ils reconnurent les tuniques dévidées au milieu des restes sanguinolents. On leur balançait leurs amis, leurs pères, leurs anciens voisins du haut de la muraille. Il n'y avait plus aucune limite à l'horreur. Fieresco assista à la scène, médusé. Il se tourna vers moi. Toute une gamme d'émotions passait par son visage. Il sembla prendre une décision. L'intersection des 3 voies, derrière le panneau de bois, me dit-il. Derrière lui, la grande porte de la muraille s'entr'ouvrit dans un grincement. Le temps ralentit sa marche. Fieresco me regardait toujours, surpris, comme interloqué par l'énorme flèche qui transperçait sa poitrine. Son visage se figea dans une expression de surprise. Il s'écroula et mourut en même temps que mon dernier espoir de sauver cette ville. La baliste qui avait tiré la flèche recula pour laisser place à une ligne de cavaliers vêtus d'armures étincelantes, portant des boucliers frappés du triangle. Du haut de la muraille, les miliciens nous envoyaient des flèches en doute de poids, mettant le feu au bâtiment. Combattre était inutile. Je l'avais su dès le début, et j'avais choisi de faire comme si je ne savais pas. Pour Fieresco peut-être, ou pour ceux qu'il restait de moi qui voulaient encore y croire. Je ne me sentais plus d'obligation envers personne. Je me mets à courir. Derrière moi, les gens m'appellent. J'entends un autre tocsin. L'attaque a commencé depuis la ville haute. Je cours encore, sors un reliquaire, avale une bouffée. Je sens comme une masse me traverser la gorge. Le goût de cendre dans ma bouche est décuplé. Je me mets à courir plus vite. J'escalade un toit par une gouttière pour éviter les barricades. La fumée verte m'octroie un gain de force et d'endurance considérable. Je vois au loin les portes de la ville haute s'ouvrir. Des centaines d'hommes bardés d'acier déferlent sur les barricades. J'en aperçois un qui porte un filtre à sa bouche. Inspire une grande bouffée. Je peux percevoir un bref éclat jaune à travers son casque. Ma question, je les affronte. Ils sont tellement sûrs de leur supériorité qu'ils n'ont même pas tenté la moindre ruse. Juste une charge frontale et dévastatrice. Les révoltés n'ont aucune chance, même à 10 contre 1. Je descends d'un toit à toute vitesse et m'engouffre dans un conduit, laissant derrière moi Fieresco, mon armée d'orphelins, les cris d'horreur des gens qu'on taille et la fumée d'un incendie qui s'étend. Il n'y a plus que moi, le bruit de mes pas. Je cours à toute vitesse dans des passages que je connais comme ma poche. Je ne trébuche pas, je ne cherche pas mon chemin. Je reprends une bouffée de fumée verte. Mes yeux captent la moindre trace de lumière. Là, à l'intersection des 3 voies, derrière le panneau de bois, un tunnel que je n'ai jamais exploré. Je me remets à courir pendant un long moment. Le tunnel monte fort. Au loin, un petit rayon de lumière. J'arrive en dessous d'une trappe. Je l'ouvre et j'émerge dans une cave. J'aperçois des meubles massifs, finement ouvragés, des tapis, de la nourriture, des bouteilles de toutes les couleurs. Je suis dans la ville haute. Je m'extrais du tunnel, monte les escaliers. Je sors et j'émerge dans une rue. Les yeux mettent un moment à s'habituer. Tout y est exactement comme l'a décrit Fieresco. Là, en haut, la pyramide. Je peux presque la toucher du doigt. Mon corps est épuisé et les sillons se sont étendus sur mes mains. J'ai couru des kilomètres sans m'arrêter. Je vomis une bile noire. Juste en face de moi, une femme et un enfant portant tous les deux des masques me regardent, figés. J'inspire une autre bouffée de fumée, j'entends un rire grinçant passer de mon oreille droite à mon oreille gauche. Je grimpe sur les toits. Un sifflement, puis deux, on me tire des flèches dessus. J'ai l'impression que plusieurs personnes se disputent dans ma tête. Je me rapproche de la pyramide. Devant moi, une immense place, vide. Au bout, un escalier monumental. Une bouffée de fumée, je descends du toit, traverse la place, monte l'escalier. J'arrive en haut, hors d'haleine. En face, 6 chevaliers de la Légion se tiennent devant une petite porte creusée à même la surface. Ils s'agitent légèrement en m'apercevant. Je m'avance doucement dans leur direction. J'en profite pour reprendre mon souffle. À la hauteur où je me trouve, je vois tout. Les champs d'Iteria, le rempart d'énergie qui recouvre l'horizon, la ville basse. L'incendie s'est étendu et ravage des quartiers entiers. J'entends d'ici le bruit du carnage. Bonne nouvelle pour moi. Cela veut dire que le reste de la Légion est occupé. Je porte la main à ma ceinture, j'ai gardé cette fumée pour la fin. L'âme du chef des cannibales. En face de moi, les chevaliers ont compris, ingéré aussi un peu de fumée verte. Ils ont l'avantage du nombre, mais j'ai dans la main ce que la pyramide a créé de plus brutal, de plus abject. Je vais leur faire voir ce qu'ils ont créé. Je colle le reliquaire à ma bouche et j'inspire. Je suis devant l'entrée, sonnée. Autour de moi, les 6 chevaliers sont étendus. Morts. Je suis venu à bout de 6 guerriers en armure. Je me rends compte que j'ai perdu la moitié d'un bras.
Je crache, un bout de chair sanguinolent tombe par terre. Je jette un œil au cadavre. J'en vomis presque de dégoût. Je regarde mon reflet à la surface de la pyramide. Mes yeux sont presque entièrement blancs. Mon corps est recouvert de sillons noirs. Qui est cet homme ? J'ai l'impression qu'une foule hurle constamment dans ma tête. Il faut en terminer. Je ramasse mon arme de ma main valide et j'entre dans le sein des saints. Chaque pas résonne exagérément dans cet espace titanesque. Entouré de 2 immenses cuves à fumée verte allongées sur un autel, l'archonte. Il respire à peine la fumée qui lui est directement envoyée dans les bronches. Il a la peau racornie comme une vieille feuille de papier. Un mince filet d'énergie s'échappe vers le haut de la pyramide, formant un flux qui alimente le grand rempart. L'archonte ouvre les yeux, doucement, comme s'il m'avait senti arriver. Il a le regard blanc, le faciès d'un homme qui a trop vécu. Il ne parle pas. Il a l'air ailleurs, tourmenté, par la quantité invraisemblable d'âme qu'il a dû absorber pour maintenir le rempart. Lorsque je plante mon arme dans sa poitrine, je vis sur son visage une expression familière. L'horizon se dégage pour la première fois depuis des siècles. Une vague mouvante s'infiltre à travers le rempart déclinant, se met en marche vers la cité, un nuage, évoquant d'immenses visages tordus, se mélangeant de manière absurde. Dans la ville basse, les combats ont cessé, un roulement infernal emplit l'atmosphère, alors que l'extérieur de la ville est progressivement avalé par cette nuée indistincte. Je sens les âmes quitter mon corps, partir vers le ciel. Le coup de cendre disparaît. Dans ma tête, enfin la paix. Je sombre, satisfait, alors que les premiers hurlements de terreur me parviennent.